Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Binkou, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zouhra. Je suis avec vous pour présenter les différents éléments portant sur le module management stratégique. C'est un module programmé dans le cadre de la filière économie-gestion, semestre 6. Nous allons continuer dans le cadre de ce module et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les deux matrices concernant l'analyse du portefeuille d'activité, à savoir la matrice McKinsey et la matrice ADL. Sachant que dans les séquences précédentes, on a essayé de mettre en exergue d'autres outils permettant d'analyser le portefeuille d'activité, à savoir le cycle de vie de produit ou le modèle de cycle de vie de produit, la matrice BCG1 et la matrice BCG2. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter plus d'éclaircissement par rapport à la notion de positionnement de portefeuille d'activité en s'appuyant sur ces deux matrices. Nous allons commencer par la première matrice, à savoir la matrice McKinsey. Alors, c'est quoi cette matrice? Donc, toujours à titre de rappel, une matrice permet de croiser des variables afin, par la suite, de permettre à l'entreprise de positionner les activités par rapport à ces deux variables ou deux indicateurs. Donc la matrice McKinsey, qu'on appelle souvent matrice attrait atout, attrait marché et atout entreprise, est une matrice qui prend en compte l'attrait d'une activité ou l'attrait d'un marché. Alors, il porte tout simplement sur la valeur que représente ce marché ou ce secteur pour l'entreprise. Donc, l'attrait d'une activité et son degré de maturité et la valeur qu'il représente pour l'entreprise. Donc là, le premier élément, c'est mesurer l'attrait de ce marché, l'attrait de cette activité pour l'entreprise. Donc, la maturité d'entreprise, la maturité plutôt de secteur d'activité et bien sûr la valeur que représente ce marché ou cette activité pour l'entreprise. Et deuxième indicateur ou variable, c'est les atouts de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Alors, il s'agit tout simplement de mettre en lumière les atouts dont dispose l'entreprise par rapport à ses concurrents. Alors là, on peut parler de plusieurs atouts, à titre d'exemple, la maîtrise de l'activité, la notoriété, la maîtrise des coûts, le fait d'avoir un avantage concurrentiel. Donc, l'entreprise doit énumérer tout simplement les différents atouts qu'il dispose par rapport à ses concurrents. Donc, voilà les deux bases de cette matrice McKinsey. Vous avez l'attrait du marché, l'attrait de l'activité et vous avez l'atout de l'entreprise. On doit croiser, assurer un croisement, une combinaison entre les deux variables pour, par la suite, définir les différentes positions concurrentielles qui vont permettre à l'entreprise par la suite de prendre une décision. N'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'on est toujours à la recherche d'une pertinence décisionnelle. Et cet outil, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, la matrice McKinsey permet tout simplement d'avoir ou de positionner l'ensemble des DAS, des activités d'entreprise, en 3 zones et 9 cases. C'est ce que nous allons expliquer par la suite. Donc en termes de pertinence, on a 9 situations et on a 3 zones d'action stratégique pour l'entreprise. Alors, l'objectif derrière cette matrice, c'est tout simplement, premier élément important, c'est qu'on arrive à combiner et à croiser à la fois des variables quantitatives et des variables qualitatives. Et ça, c'est un élément très important dans le sens où on dépasse le volet quantitatif des choses et on met en place des jugements, voire même des indicateurs ayant cette vocation qualitative. Mais faites attention, chaque fois qu'on parle d'un aspect qualitatif, il y a ce degré de subjectivité qui s'impose. Donc, dans ce cas-là, l'objectif principal de cette méthode, c'est qu'il va permettre à l'entreprise de mesurer sa position en croisant ces deux éléments. Et là, il faut prendre la décision en termes soit d'investissement, soit en termes de maintien, soit en termes d'abandon. Alors voilà comment il se présente cette matrice. Comme je viens de le dire, on doit croiser deux variables, l'attrait du marché, l'atout de l'entreprise. L'attrait du marché, ça peut être soit fort, soit moyen, soit faible. Les attraits peuvent être soit forts, soit moyens, soit faibles. Alors que l'atout de l'entreprise ou les atouts d'entreprise peuvent être
soit aussi fort, moyen ou faible. Donc pour chaque indicateur, pour chaque variable, on peut mettre en évidence 3 situations. Fort, moyen, faible. Donc 3 jugements, 3 évaluations pour les 2 variables. Automatiquement, nous allons avoir 9 situations, 9 cases stratégiques. Voilà une première case. Vous avez les atouts de l'entreprise sont forts et les attraits du marché sont forts. Alors dans ce cas-là, c'est une première position. Donc l'entreprise, l'objectif c'est quoi? C'est de positionner par la suite l'ensemble des DAS par rapport à cette carte, par rapport à cette matrice. Pourquoi? Parce que tout simplement, il doit poser une question, il doit prendre une décision par rapport aux différentes DAS en termes d'orientation stratégique à moyen et à long terme, en termes d'investissement, en termes d'abandon, mais aussi en termes de maintien. Donc, voilà, s'il vous plaît, les différentes positions, les différentes cases en termes, bien sûr, de position stratégique. Donc, comme je l'ai dit, on a 9 cases. Donc, voilà une première, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Mais en termes de zones, on a 3 zones. Voilà la première zone. Donc, on parle de développement. Donc, les 3 situations suivantes. Voilà la deuxième zone, c'est lorsqu'on parle de sélectivité. Et voilà, dernière zone, lorsqu'on a abandon, soit un abandon sélectif ou abandon graduel et abondant selon bien sûr l'intérêt de l'activité d'entreprise. Donc, chaque fois qu'on croise l'attrait de l'activité ou de segment et les atouts de l'entreprise par rapport aux concurrents, on peut avoir ces 9 cases et ces 3 zones d'action, 3 zones d'orientation stratégique. Alors, nous allons voir la première situation. Regardez bien ici, on a cette position selon laquelle l'attrait de segment ou les attraits de segment sont importants, sont forts et les atouts de l'entreprise sont forts. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire l'entreprise? Il doit assurer tout simplement un développement. Il doit maintenir son activité, regardez bien. Il doit investir et doit chercher la domination. Dans le cas où, soi-disant, les attraits et les atouts sont moyens ou forts. Donc là, on parle de développement sélectif. Alors, l'entreprise, elle doit choisir, bien sûr, les activités par rapport auxquelles elle doit assurer un tel développement, c'est-à-dire quelles sont les activités par rapport auxquelles je dois maintenir, je dois sélectionner les investissements, je dois conserver l'avantage, je dois tout simplement décaisser en termes d'investissement et je dois mettre en place un effort de développement dans ce sens. Donc là, cette première case, voilà, donc la première, la deuxième, la troisième, ces 3 premières cases font référence à la première zone d'orientation stratégique dont la principale action, c'est le développement. Soit un développement normal, soit un développement sélectif. La deuxième zone, voilà, c'est dans le cas, par exemple, où les atouts, regardez ici, on a les attraits de chaque segment sont faibles et les atouts d'entreprise sont importants. Mais aussi, on a les attraits de chaque segment sont importants et les atouts d'entreprise sont faibles. Voilà la deuxième zone. Alors, ce sont ces 3 cases. Dans ce cas-là, l'entreprise doit mettre l'accent sur la sélectivité. C'est-à-dire, il doit sélectionner les activités, les segments, les marchés par rapport auxquels il doit assurer un investissement par la suite. Exemple, ici, l'entreprise, il doit sélectionner le segment par rapport auquel il a plus de valeur. Donc là, la logique stipule qu'on est dans une orientation sélection. Aussi, regardez par exemple ici, l'entreprise, il doit tester les opportunités de croissance et il doit chercher les niches par rapport auxquelles il peut mettre en place des alliances. Pourquoi? Parce que l'entreprise, ses atouts sont faibles. Alors automatiquement, il doit chercher des alliances, malgré le fait que le marché, il représente des attraits assez importants, assez significatifs, il y a une valeur pour l'entreprise, mais l'entreprise ne dispose pas d'un atout en termes de concurrence. Automatiquement, il doit chercher des alliés, il doit chercher des partenaires avec lesquels il peut nouer cette relation et cette alliance.
Donc, la deuxième zone, axée sur la sélectivité, va pousser l'entreprise tout simplement à choisir les actions qui vont lui permettre de maintenir sa position, surtout lorsque le marché est important et intéressant pour l'entreprise. Dernière situation, ou dernière zone en termes d'orientation stratégique, c'est dans le cas où on parle d'abondant. Alors, l'abondant, dans ce cas-là, par exemple, les attraits de marché sont faibles et les atouts d'entreprise sont faibles. Donc, automatiquement, l'entreprise doit minimiser les pertes en réduisant les investissements, en maîtrisant le coût et en assurant un abondant tout simplement graduel. Alors, dans ce cas-là, l'entreprise, c'est clair, elle doit agir en termes d'abondant et de retrait. Mais aussi, on peut parler d'abondant sélectif. Alors, lorsqu'on parle d'abondant sélectif, par exemple ici, l'entreprise doit chercher les niches où il y a un faible risque, qu'il peut tout simplement maintenir pour le moment, investir peut-être, ces niches par la suite vont afficher un taux de croissance assez important pour l'entreprise. Dans le cas contraire, il doit tout simplement assurer un retrait. Donc ici, l'élément qui justifiait cet abondant sélectif, c'est-à-dire là on doit sélectionner les niches que nous allons garder, c'est tout simplement parce qu'on a des atouts ou des attraits qui sont plus ou moins moyens. Donc dans ce cas-là, l'entreprise, bien sûr, il peut orienter ses décisions en termes d'abondant sélectif. Alors en termes, voilà, ce tableau, il résume en quelque sorte l'orientation stratégique selon la matrice McKinsey. Donc voilà la première zone. On doit maintenir comme action stratégique, ici on doit maintenir sa position. Par rapport à cette deuxième situation, il faut investir pour croître, ici investir sélectivement. Par rapport à cette zone, on doit investir sélectivement, choisir les niches par rapport auxquelles, ou les secteurs par rapport auxquels on peut assurer un tel investissement, mais en s'appuyant sur les partenariats. La rentabilité sélective, protéger et se reconcentrer. Et en dernier lieu, bien sûr, on a cette situation caractérisée par l'abondant, l'expansion limitée en termes de choix de niche et une rentabilité sélective en termes de segments ou d'activités. La matrice McKinsey présente des avantages et des limites. Alors, en termes d'avantages, cette matrice, elle est très élaborée que les autres matrices classiques. Donc, dans le sens, bien sûr, de nombre de cases et aussi en termes de zones d'orientation stratégique. C'est aussi une matrice qui va permettre à l'entreprise, grâce à ces critères, de prendre en considération la synergie entre les différentes DAS. Donc là, n'oubliez pas qu'on s'intéresse à la notion de potentiel, d'atout de l'entreprise, mais aussi d'attrait du marché et de valeur de ce marché pour l'entreprise. En termes de limites, comme je l'ai dit au départ, c'est une matrice où il y a un degré de subjectivité très important et très significatif. Alors, automatiquement, c'est très difficile à construire et à mettre en place. La deuxième matrice que nous allons voir, c'est la matrice ADL. Alors, c'est une matrice stratégique qui va permettre à l'entreprise toujours de positionner les DAS selon, bien sûr, plusieurs variables, plusieurs indicateurs. Donc, cette matrice, elle a mis en évidence deux critères, deux variables, deux indicateurs. Premier indicateur, c'est le degré de maturité de l'activité. Alors là, on s'est appuyé sur le modèle de cycle de vie de produit. Donc, en termes de démarrage, croissance, maturité et déclin. Donc, le degré d'évolution de l'activité, degré d'évolution de segment, voire même degré d'évolution de produit. Et deuxième indicateur, c'est la position concurrentielle. Alors là, lorsqu'on parle de position concurrentielle, regardez bien, elle mesure la force relative de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Donc là, on essaie toujours de positionner l'entreprise par rapport à ses concurrents. Donc voilà les deux critères utilisés par la matrice ADL. Rappelez-vous toujours de ce principe, une matrice croise deux variables, deux indicateurs, deux critères. Alors, comme vous pouvez le constater, cette matrice, bien sûr, il a mis en évidence plus que 20 cases au terme de pertinence, mais en termes d'orientation et de zones stratégiques, on a
4 zones. Alors, on a le développement naturel, le développement sélectif, la réorientation et l'abandon. Voilà une présentation des différentes activités selon la matrice ADL. Alors, cette présentation va donner à l'entreprise une idée générale sur ce qu'il doit faire, ce qu'il doit prendre en termes de décision stratégiques, tout en prenant en considération les caractéristiques des différentes activités. On a ici 4 grandes orientations. Nous allons commencer par la première situation. Alors, cette situation ou les activités qui se trouvent dans cette situation, ce sont généralement des activités qui sont situées dans la phase de démarrage et de croissance et avec une position concurrentielle ou un positionnement concurrentiel dominant et fort. Donc, vous pouvez constater la rentabilité, elle est importante. Alors, pourquoi la rentabilité est importante? Parce qu'on a une position concurrentielle assez significative. On a un besoin en termes d'investissement très important. Alors, pourquoi on a ce besoin en termes d'investissement? Parce que l'activité en phase de démarrage et de croissance, donc, elle a besoin d'argent. Il a besoin de financement. Donc, automatiquement, on a une rentabilité importante, un investissement important. Le risque est plus ou moins intéressant, n'est pas très élevé. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise doit développer ses activités, il doit maintenir la position et continuer à investir dans ce sens. Deuxième situation. Alors, dans le cas où la position concurrentielle ou le positionnement concurrentiel, il est toujours dominant ou fort, mais avec une maturité assez avancée. Donc, soit l'activité elle est en phase de maturité, soit elle est en phase de déclin. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas un besoin en termes d'investissement. Pourquoi? Parce que l'activité est stagne, donc il n'a pas besoin de financement, il n'a pas besoin d'investissement. Donc, l'investissement, elle est négative dans ce sens, elle est faible. La rentabilité, elle est là. Pourquoi la rentabilité, elle est là? Parce que, tout simplement, on dispose d'un positionnement assez dominant et assez fort. Le risque, il est faible. Pourquoi? Parce que tout simplement, on parle d'une activité qui génère pour l'entreprise une rentabilité assez importante. Le besoin en investissement, il est faible, mais plutôt la position concurrentielle, elle est intéressante, elle est dominante et forte. Donc là, l'entreprise, elle doit projeter l'évolution de cette activité dans le futur en termes de créativité, en termes d'innovation. Parce que si l'activité continue dans ce rythme à un certain moment, alors là, en phase de déclin, l'entreprise, la rentabilité, la durabilité de l'activité va poser un grand problème pour la structure. Troisième situation. Regardez bien, dans cette troisième situation, le positionnement concurrentiel, il est défavorable ou marginal. Alors, dans ce cas-là, l'entreprise, elle a un problème. Donc, déjà, la position concurrentielle pose un problème. En même temps, on est en phase de démarrage et croissance. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a besoin d'investissement. Regardez bien. Pourquoi on a besoin d'investissement? Démarrage, croissance. La rentabilité, elle est faible. Pourquoi elle est faible? Part de marché aux positions défavorables ou marginales. Le risque, il est très élevé. Donc, l'entreprise, elle n'arrive pas à réaliser des liquidités, des cash flows, mais en même temps, il doit investir parce qu'il y a un besoin en termes de financement. Donc, il y a un risque énorme pour l'entreprise. Elle doit choisir quelle activité maintenir et quelle activité à continuer en termes, par rapport à quelle activité il doit continuer en termes d'investissement. Dernière situation, regardez bien, l'entreprise il a des activités en phase de maturité avancée, donc maturité ou déclin, et avec des situations ou des positions concurrentielles marginales et défavorables. Donc là, la rentabilité pose un problème. Alors pourquoi elle pose un problème? Parce qu'on a des parts de marché très faibles et l'activité est en déclin. Le risque, plus ou moins, elle est là. Pourquoi? Parce que l'entreprise doit poser la question par rapport à ce qu'il doit maintenir, ce qu'il doit abandonner, ce qu'il doit se faire un retrait. Et l'investissement s'impose avec acuité. Alors pourquoi l'investissement s'impose avec acuité? Parce que l'entreprise, elle doit plutôt mettre l'accent sur l'activité qu'il doit garder et l'activité qu'il doit abandonner. Pour les activités qu'il doit garder, il doit investir en termes de recherche et développement, en termes d'innovation, en termes de créativité. Donc là, l'entreprise, elle doit revoir son système, sa position, sa structure par rapport bien sûr à l'ensemble de ses activités. Donc voilà les 4 situations qui se posent par rapport à la matrice ADL, par rapport à ce croisement entre
la maturité de l'activité en termes de cycle de vie et en termes de positionnement concurrentiel. Quels sont les avantages de cette matrice? La matrice ADL, c'est une matrice très intéressante. Elle présente un avantage dans le sens qu'il est plus dynamique. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'évolution. Donc lancement, croissance, maturité, déclin. Donc on est dans cette logique d'évolution. Aussi, c'est une activité qui met l'accent sur les risques par rapport à chaque secteur d'activité. Donc l'évolution, bien sûr, doit prendre en considération cette notion de risque concurrentiel, tout en prenant en considération, bien sûr, la rivalité concurrentielle. Mais comme les mythes, il y a toujours la notion de subjectivité. Donc la matrice, elle est beaucoup plus qualitative, hein, et là, en termes d'élaboration, il y a ce degré de subjectivité qui peut nuire à la qualité de cette matrice. Donc, voilà un résumé des différentes matrices en termes de variables et en termes de précision. Donc, la matrice BCG, McKinsey, ADL. Donc, en termes de variables, atout et attrait, la matrice BCG fait référence à la notion de part de marché, taux de croissance, et elle donne lieu à 4 cases stratégiques. La même chose pour la matrice BCG2. McKinsey, elle donne lieu, ou elle combine, ou elle croise les deux atouts et attraits suivants, force compétitive et attrait du marché à moyen terme. En termes de pertinence, 9 cases stratégiques. ADL, les atouts, c'est la position concurrentielle. L'attrait, c'est la maturité du secteur du métier. En termes de précision, 20 cases ou 20 situations stratégiques. Donc, voilà, s'il vous plaît, les différents outils d'aide à la décision utilisés par les entreprises pour analyser, pour diagnostiquer son portefeuille d'activité. Les matrices stratégiques ou les matrices d'analyse du portefeuille d'activité d'entreprise représentent des avantages et des limites. En termes d'avantages, certes, elles apportent une vue synthétique de la situation d'entreprise parce qu'on essaie de positionner l'ensemble des domaines d'activité sur ces différentes matrices. Donc, en quelque sorte, ça permet à l'entreprise d'avoir une idée claire, une vue synthétique des choses. Donc, une représentation, comme je viens de le dire, graphique qui est claire et simplifie des situations plus complexes en termes surtout de croisement de variables. Elle intègre le volet financier, marketing et stratégique. Il permet d'identifier les stratégies à mettre en place, les stratégies concurrentielles dans le sens d'orientation. Elle permet aussi d'aider en fait le stratège à prendre la décision. Mais en termes de limites, malheureusement, il reste des outils d'aide à la décision qui réduisent la réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait d'utiliser deux dimensions ne pousse à poser la question suivante. Est-ce qu'on peut présenter un état des lieux tout en s'appuyant que sur deux indicateurs? Elle ignore parfois le lien, et souvent le lien, entre la conception et la mise en œuvre. Donc ça, c'est un élément aussi négatif dans ce sens. On n'intègre pas les aspects organisationnels et politiques, les aspects surtout qui concernent l'organisation d'entreprise, comment elle se structure, la configuration structurelle. Il y a cette logique statique, donc souvent on la critique par rapport à ces points. Et aussi un élément très important, c'est que la notion de subjectivité est un élément aussi central dans l'analyse ou dans l'utilisation de ces matrices. Donc voilà en quelque sorte les points forts et les points faibles de ces outils. Ceci dit, que l'entreprise doit s'appuyer sur ces matrices, mais juste pour avoir une idée claire sur sa situation. Et doit s'appuyer sur d'autres logiques, d'autres facteurs, d'autres outils pour prendre une bonne décision, une décision stratégique pertinente. Merci.